Merci d'être sur la télévision. La Barre poursuit le journal de ce jour, dimanche 11 mai 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale. La fête de Tabaski s'approche et dans le cadre des préparatifs de cette fête, le ministère du Commerce et de l'Industrie du Niger a signé un arrêté portant interdiction d'exportation du bétail. Une décision qui a suscité ce reportage notamment de Adamou Soumana et Nasser Seydou qui étaient ce dimanche dans les marchés de bétail pour prendre l'ambiance et les réactions des vendeurs. Permettre une disponibilité et accessibilité du bétail aux Nigériens pour la fête de Tabaski semble être l'une des raisons ayant conduit le ministère en charge du commerce à prendre un arrêté interdisant l'exportation du bétail. Une situation que déplorent les acteurs exerçant le commerce du bétail. On est acteur, mais on n'est pas au courant de la décision juste à la sortie. C'est-à-dire, normalement, le ministre doit consulter les acteurs, ceux qui sont dans les domaines, et avant de prendre ce genre de décision. Voilà, ou donner un temps. Voilà, avant de prendre ce genre de décision. Mais bon, on fait avec. C'est le gouvernement, ils ont décidé. Voilà, les gens vont suivre. Le prix des moutons, je ne sais pas ceux qui ont débattu là-dessus. Tu ne vas pas aller regarder un mouton de 500 000, 300 000, 500 000, dire qu'il n'y a pas de mouton de 100 000. Si vous voulez, on peut aller dans les marchés. De vous-même, vous allez constater, on va demander le prix un à un. Il y a pour tous les prix. Mais ce n'est pas avec tes 100 000 que tu vas aller t'arrêter sur un mouton de 200 000 ou 300 000. Il y a même des moutons de 50 000, 60 000. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, je ne sais pas sur quelle base ils ont pris cette décision, quoi. Mais en tout cas, il y a pour tous les prix. Ouais. Ça, il faut que tout le monde le sache, il y a pour tous les prix. Le gouvernement, le ministre du Commerce, le ministre de l'Élevage, est-ce qu'ils ont apporté à ceux qui ont les animaux là? Qu'est-ce qu'ils ont apporté avant de prendre ce genre de décision? Normalement, ils doivent les accompagner avant de prendre ce genre de décision, quoi. Prochainement, je pense qu'ils doivent réfléchir là-dessus, quoi. Face à cette situation, ces acteurs concernés demandent l'indulgence des autorités du pays. Il y a des gens, ils sont là, des Ivoiriens, des Maliens, des Sénégalais. Ils ont acheté des moutons de bœufs ici à Niamey. À leur grande surprise, on a interdit d'exporter. Donc vraiment, c'est là, le ministre on doit trouver un moyen de les laisser partir. Nous, on est ici, on est des Nigériens, on exporte, c'est pas un problème. Mais ceux qui sont, ils ont déjà acheté la marchandise. Il y a des gens, ils sont à Maradi, certains sont ici à Niamey, donc ils ont acheté des bœufs, des moutons, des chèvres pour exporter. Donc vraiment, c'est là, on doit trouver un moyen, une solution pour les laisser partir avec leurs marchandises. Peut-être les Nigériens et autres, on va les interdire. Mais ceux qui ont déjà acheté, ils sont là, ils attendent que les camions. Comme la dernière fois, vous savez, le convoi a dit il n'y a pas de camions ici à la gare, au niveau du parking. Donc c'est le problème des camions qui les ont retardés. Sinon, ils seront partis dans le convoi d'ici mai. Voilà, donc avant même la décision. Malheureusement, ils n'ont pas eu de camions pour charger leurs marchandises. Donc vraiment, cette décision, on doit les faire une faveur pour qu'ils puissent sortir avec leurs animaux, quoi. Quoi qu'il en soit, nombreux sont les Nigériens qui pensent que le ministère en charge du commerce doit initier une foire de bétail comme il l'a fait avec la volaille pour la fête de Ramadan afin d'accompagner les musulmans à cette fête du sacrifice. Merci Adam Soumana. En prélude à la journée nationale de la femme édition 2025 qui sera célébrée le mardi 13 mai prochain, les femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie FESPA ont organisé ce dimanche une journée de solidarité féminine au quartier Seno, c'est dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Il s'est agi donc à travers cette activité de sensibiliser les femmes déplacées internes sur leur rôle dans la consolidation de la paix, mais aussi de leur offrir une formation pour exercer des activités génératrices de revenus. Voyons tout cela avec Adam Soumana et Nasser Seydou que nous retrouvons. Témoigner à la face du monde de sa solidarité envers les femmes victimes des affres du terrorisme, telle est entre autres raisons ayant motivé le réseau des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie FESPA à initier la présente cérémonie dans cette partie de la capitale accueillant des déplacés internes. Occasion pour la première responsable du FESPA de rendre un hommage mérité aux femmes nigériennes qui se sont battues et se battent encore pour le mieux-être de leurs concitoyennes et témoigner de leur compassion aux femmes déplacées.
Nous, femmes, héritières de ce combat pour la dignité, avons un rôle important à jouer dans l'édification de cette paix durable. Notre parole, nos actions au sein de nos familles, de nos quartiers, peuvent s'aimer les graines de la tolérance et de l'unité. Nous avons la capacité unique de tisser des liens, de nourrir l'harmonie, de rappeler l'importance de l'humain au cœur de toutes nos interactions. Parallèlement à ces efforts, à cet effort de sensibilisation, nous savons que la dignité passe aussi par l'autonomisation économique des femmes. Nos pionnières l'avaient compris. Peut-être véritablement libres, les femmes doivent avoir le moyen de subvenir à leurs besoins, d'être indépendantes financièrement. C'est pourquoi nous avons mis en place cet atelier pour doter les compétences pratiques, pour offrir des outils concrets afin de gérer des revenus et de reconstruire nos vies. L'indépendance financière est un pas essentiel vers la guérison, la réintégration dans notre tissu social. Elle nous donne la force de prendre nos décisions, nos propres décisions, de tracer nos propres chemins à l'image des femmes fortes qui nous ont précédées. Chères sœurs déplacées, vous n'êtes pas seules. FESPA est à vos côtés et à travers cette initiative, nous souhaitons vous apporter non seulement un soutien matériel, mais aussi un message d'espoir et de solidarité. Procédant au lancement de la cérémonie, la ministre de la Solidarité nationale, de l'Action sociale et de la population a rassuré l'assistance que la promotion de la femme est l'un des soucis majeurs des plus hautes autorités du pays avant de louer cette initiative du FESPA. Une bonne frange de cette population subit en ce moment des problèmes d'insécurité. Et l'action sociale, cette action sociale se manifeste aujourd'hui à travers donc les dons, donc que le réseau des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie et des formations, c'est à travers les formations et à travers les dons que les femmes, ces femmes qui subissent l'insécurité, entre autres les femmes du Fambita. Donc c'est à travers ces dons que nous allons manifester cette action sociale et cette solidarité nationale. A noter que cette cérémonie a permis aux femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie de décerner des témoignages de satisfaction à différents acteurs qui se sont distingués dans les moments difficiles qu'a traversé le peuple nigérien et ceux ayant œuvré pour le rayonnement du FESPA. Soulignons enfin que cette journée est mise à profit pour former les femmes déplacées internes en activité génératrice de revenus. Qui succédera le colonel-major Djibril Lahima Hamidou Dipele à la tête de la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT. En tout cas, 2 candidats ont officiellement annoncé pour le moment leur candidature. Il s'agit de Issaka Adamou, membre du bureau sortant, et du lieutenant-colonel Ousseini Koukou, candidat pour le changement. Ces derniers expliquent d'ailleurs les raisons qui ont motivé sa candidature. On l'écoute dans cet extrait avant de le retrouver plus en détail en partie magazine. Je me suis découvert une envie d'y mettre, d'investir dans le football, tout ça là, faire en sorte que je puisse apporter ma pierre à l'édifice. Et je me suis dit que certainement c'est peut-être une façon pour moi de veiller à éviter à des jeunes comme moi de subir ce que j'ai subi quand j'avais leur âge. Justement, dans le programme, une copie de ce programme-là, on a, comme d'ailleurs certains l'ont fait remarquer, qui l'ont lu, on a un peu présenté le programme sur un certain nombre d'axes prioritaires. D'entrée, c'est le développement du football à la base. Et vous conviendrez que ça va dans le même sens que ce que je viens de vous dire, la motivation fondamentale. Donc le développement du football à la base. Et naturellement, quand je dis football, c'est toute catégorie confondue, aussi bien et tout genre confondu. Donc, faire en sorte que, à l'instar de tous les autres pays, qu'on respecte ces différentes étapes d'évolution des talents du plus bas niveau jusqu'au niveau professionnel, niveau A. Et je disais tout à l'heure, à l'exemple des autres pays, on peut prendre l'exemple aujourd'hui du Maroc, on peut prendre l'exemple du Sénégal, qui l'ont fait, qui l'ont respecté. C'est vrai, c'est difficile, mais
quand on le fait et on respecte les niveaux sans surclasser des talents, même que le niveau supérieur en a plus besoin, quand on le fait, on le respecte, forcément qu'à un moment donné, ça ne peut que donner. C'est le cas du projet sportif du Maroc qui a donné, celui du Sénégal ou plutôt qui donne, parce que pour le Maroc c'est toujours d'actualité, et voilà, pareil pour le Sénégal aussi. Donc c'est ce qu'on a mis dans ce programme-là, avec, si vous voulez, pour une prise d'ensemble en perspective sur le moyen terme, une fois si Dieu fait créer les conditions de notre élection, sur le moyen terme, à terme de ce premier mandat-là, on veut créer les conditions de vulgariser les centres d'entraînement, faire en sorte qu'il y en ait assez d'abord et de bonne qualité, parce que vous n'êtes pas sans savoir que même dans la ville de Niamey, il y a des espaces et des loisirs qui sont morcelés et qui sont... Donc, tout ça là, avec naturellement l'appui des autorités, parce que c'est une chose que nous seuls on ne peut pas faire. Donc on espère faire en sorte que déjà de créer les cadres infrastructurels et après faire en sorte qu'ils soient de qualité adéquate aux talents qu'on veut développer. Donc à terme 2025, donc 2029, à la fin de ce mandat-là, si Dieu crée les conditions de notre élection, faire en sorte que notre pays, notamment au niveau de ses équipes nationales, soit suffisamment compétitif pour nous représenter de meilleure façon qu'il soit au niveau de toutes les compétitions. C'est-à-dire qu'on arrête de participer dans les tournois, dans les compétitions, dans les éliminatoires, juste pour c'est-à-dire la forme de le faire. Donc on aille avec des objectifs sûrs et précis, de sorte que, et ça vraiment au niveau de toutes les équipes nationales. Rendez-vous donc à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de cet entretien du candidat à la Fédération nigérienne de football. L'hôtel Bravia de Niamey a accueilli hier dans l'après-midi une table ronde de restitution des séries d'activités menées par Elle du Sahel à travers leur programme dénommé Écoutez les voix du Sahel. Le réseau Elle du Sahel est un réseau de femmes engagées de 5 pays du Sahel et de la Belgique, qui donc appuyé par l'Union européenne et les États-Unis. À travers cette activité, ces femmes visent donc à faire entendre les voix des femmes et des jeunes filles de l'espace sahélien. Précision, Adamou Soumana et Abokar Saleh. Après plusieurs tables rondes ayant regroupé les membres du réseau Elle du Sahel dans les 5 pays du espace et en Belgique en 2024, la section nigérienne de ce réseau se retrouve par la présente cérémonie pour partager avec les associations, organisations non gouvernementales et autres partenaires œuvrant dans la promotion et la protection des droits des femmes et filles les recommandations issues des conclaves dénommés Écoutez les voix du Sahel. La représentante du réseau Elle du Sahel a bien voulu souligner l'objet de cette rencontre qui se veut la restitution d'un rapport. Le rapport que nous restituons aujourd'hui, Écouter la voix des femmes, est l'aboutissement de ce processus participatif, ancré et courageux. Ce rapport est bien plus qu'un simple produit de consolidation, de consultation plutôt. C'est une boussole stratégique pour les réponses plus justes, plus efficaces, plus proches du terrain. Il propose des recommandations, mais aussi une feuille de route concrète dans un contexte marqué par une instabilité persistante, un recul inquiétant des financements en faveur du genre et un rétrécissement de l'espace civique pour les organisations de femmes. Donc cette initiative a été rendue possible grâce à un appui constant de l'Union européenne, dont le représentant a pour sa part relevé les efforts consentis par son institution pour lutter contre les violences basées sur le genre au Niger en particulier et au Sahel en général. Au Niger, concrètement, l'Union européenne a soutenu l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'action nationaux, mais aussi la participation des femmes au processus de dialogue et à la prévention de l'extrémisme violent. Par ailleurs, l'Union européenne a utilisé une approche multisectorielle, impliquant l'éducation, la justice, la santé, pour lutter contre les violences basées sur le genre, et s'est également engagée avec la société civile pour impliquer et faire entendre les voix des communautés locales. Je pense notamment aux brillantes jeunes filles de la FADA des filles,
Un groupe qui est né de la nécessité de s'approprier les espaces de parole, de solidarité et de prise de décision au sein des communautés. En lien avec les recommandations du rapport Écoutons les voix du Sahel et malgré un contexte difficile dans lequel nous apprenons à naviguer, l'Union européenne reste engagée au Niger. Procédant à l'ouverture des travaux, la ministre de la Population a loué cette initiative tout en rassurant l'assistance du soutien des plus hautes autorités du pays dans cette démarche. L'initiative des ailes du Sahel s'inscrit pleinement dans les priorités stratégiques du gouvernement du Niger, notamment en matière de promotion des droits des femmes, de protection de l'enfance et de renforcement de la résilience des communautés. En effet, Son Excellence le général Abdraman Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, de même que Son Excellence M. Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, ont toujours porté un accent particulier à la promotion de la femme et à la protection de l'enfant en général. Ainsi, au cours de ces échanges, les participants auront à se pencher sur les 9 recommandations qui placent la femme au cœur des stratégies de développement pour amener les uns et les autres à un engagement fort afin d'éviter que la crise ne se dégrade dans l'espace sahélien. Merci Adam Soumana. Ce 11 mai 2025, cela fait exactement 44 ans que Bob Marley du mouvement Rastafari nous a quittés le 11 mai 1981. Certes, il est décédé, mais ses œuvres restent toujours parmi nous. Chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de son décès, ses fans fêtent à travers le monde où le Rasta est devenu un phénomène mondial. Ici au Niger, ses fans se rappellent encore de lui. Depuis mon enfance, quand j'écoute du reggae, je me sens beaucoup plus à l'aise. Je sens qu'il y a un esprit derrière une musique assez spéciale, quoi. Surtout quand tu écoutes le morceau Natural Mystic, où il disait There is natural mystic blowing through the air. Et plein d'autres, où des Carfits, où il a parlé des mauvais amis et autres. Donc pour moi, c'est un artiste qu'on ne peut pas finir de décortiquer, quoi. Pour moi, la musique de Bob Marley devrait être la musique qu'il faut conseiller aux gens. Parce que musicalement parlant, elle n'est pas assez violente. Et elle communique, elle véhicule des messages d'éducation, des messages édifiants. Hein? C'est une musique très riche, quoi. Et que moi j'ai adhéré facilement. À chaque fois quand je voyais Bob Marley, je me disais, un jour viendra, je serai comme lui. Je parle de l'apparence. Et après, j'ai fini par avoir la chance là de convaincre mes parents à avoir les dreadlocks. Et pour moi, les dreadlocks, c'est tellement significatif. Je ne l'ai pas fait pour montrer, genre, c'est assez spécial pour moi. Ce sera difficile de parler de la musique Rasta, reggae ou Rasta sans parler du mouvement Rastafari. Il faut dire que le mouvement Rastafari est né vraiment en 1930 par le couronnement de l'empereur éthiopien Haïlé Sélassie, voilà, qui est considéré comme roi et qui a été annoncé par le prophète Marcus Garvey, qui disait aux Africains, aux Rasta, regardez vers l'Afrique, votre sauveur viendra de là et qui va vous sauver de l'oppression des Occidentaux. Donc à partir de 1930, le mouvement Rastafari a pris le jour et ça se développe jusqu'à aujourd'hui. C'était là donc Bob Marley à l'occasion de l'anniversaire de son décès. Donc aujourd'hui, ça l'a fait 44 ans qu'il nous a quittés.
Comme annoncé, place à présent à la partie magazine consacrée à l'interview que nous a accordé le lieutenant-colonel de douane Ousseini Kokou, qui a annoncé officiellement sa candidature à la présidence de la FENIFOOT, dont l'élection est prévue pour le 5 juillet prochain à Tawa. Dans un entretien à la télévision Labari, il explique les raisons donc de la motivation de sa candidature. Très bonne réception. Principalement, vous avez certainement eu accès à mon programme, ce qui me présente comme étant un jeune, au même titre que beaucoup d'entre nous, hein, qui ont déjà, j'allais dire, fait carrière à un moment donné de leur vie, dans le domaine du sport, notamment dans le domaine du football, et qui, malheureusement, j'allais dire, pour revenir justement à cette question de motivation, se sont retrouvés dans un sentiment d'inachevé par rapport aux rêves qu'ils avaient nourris depuis qu'ils étaient tout jeunes, notamment de pouvoir un jour se voir émerger de par les talents qu'on leur attribue et qu'on dit d'eux qu'ils ont, mais qui ont fini par déchanter. Finalement, on s'est rendu compte que c'est pratiquement mission impossible, étant donné que les cadres n'est pas créés et les conditions ne sont pas toutes au point. Donc, pour faire en sorte qu'ils arrivent à réaliser leur rêve de jeunesse, leur rêve d'enfant. Donc ça fait partie, personnellement, d'une des raisons si on doit aller chercher une motivation lointaine, naturellement, pour ce qui est de motivation du moment, donc immédiate. J'ai été jusqu'à tout récemment président d'une jeune fédération, donc je nommais la FENISCO, la Fédération nigérienne des sports scolaires, qui devait servir de pépinière, un peu comme on l'a dit au lendemain de notre élection, pour toutes les autres fédérations qui œuvrent dans le domaine du sport. Donc déjà là, on s'est dit que c'est un tremplin parce que quand on dit devoir apporter du nôtre dans le domaine du sport, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de le commencer à la base et faire en sorte de créer les conditions pour que les jeunes émergent de par leur talent et qu'ils intéressent donc ces différentes fédérations-là qui, à partir d'un moment, vont prendre le relais et faire en sorte que ces jeunes-là puissent déjà réaliser leurs rêves et permettre au pays effectivement de bénéficier de tous les talents qui sont les siens. Donc, partant de là déjà, on a posé, j'allais dire, un premier pas vers la réalisation de cette initiative-là qui vient de là, même qu'en ce temps-là, elle n'y était pas encore, l'initiative en question. Donc on a commencé et à un moment donné, même que dans toute entreprise humaine, quand on commence, on est motivé, on est engagé. Et il arrive souvent qu'on bute sur des résistances, souvent, étant donné que la fédération est jeune, on a du mal à essayer à faire en sorte que les gens intègrent donc, les différents projets et tout. Mais on s'est battu, on a fait en sorte de se battre autant qu'on peut. On a fait 1, 2 à 3 activités, je crois, jusqu'à récemment alors. Dans la foulée, il était question de bientôt le renouvellement du bureau exécutif de la FENIFOOT. On s'est dit, tiens, pourquoi pas? Parce que dans tous les cas, un projet, puis un autre et ainsi de suite, naturellement, la motivation reste la même et l'engagement reste le même. Le plus important à la fin, c'est de faire en sorte d'apporter du nôtre dans le domaine du sport, étant donné que nous, on a fait notre temps et on s'est dit que maintenant, ce n'est plus le moment de monter sur le terrain et de se mouiller les maillots, c'est le moment d'apporter du nôtre en termes de conception, en termes de vision, pour faire en sorte que le monde du sport émerge dans notre pays. J'ai joué au foot et je crois que la présentation de ma personne dans mon programme en fait un peu, de façon un peu, peut-être pas assez exhaustive, un peu le cheminement. Donc moi, je suis né ici, à Niamey, au quartier Poudrière notamment, mais je n'ai pas grandi ici sur place, donc les parents ont déménagé pour retourner donc, à l'est du pays, à Difa.
où en grandissant, j'ai découvert le football et je l'ai joué dans mon club formateur et dans le club dont j'ai été l'un des tout premiers joueurs fondateurs, le Nîmes FC Club de Difa. Donc, de là, après l'obtention de mon bac, mon frère jumeau et moi, je ne sais pas, j'en ai un peu superficiellement parlé dans mon programme. Donc, nous avons fini par venir pour poursuivre nos études du côté de Niamey. Ce qui nous a permis, chacun en ce qui les concerne, de nous retrouver dans des clubs. Dans un premier temps, c'est le club de l'université, Abdelmoun de Niamey. Après, AS Bokoudi. Puis, moi, j'ai joué après au Tchébon FC avant de finir au Liptako FC de Harobanda. Donc, si vous voulez, pour aller chercher la motivation, en tout cas en ce moment-là, en 2003, il y a eu un tournoi Caredas de 2e division qui a été organisé ici à Niamey par la Fédération nigérienne de football, qui a fait et mis en compétition le club de 2e division, donc dont notre Nîmes de Difa, qui était venu ici. Et nous, étant donné qu'on avait les licences de Nîmes, on n'avait pas encore pris d'autres licences à un moment donné. Donc on a pu jouer dans notre club formateur qui est le Nîmes, à l'occasion d'un match sur le terrain du stade Jean-Séné Ponté, qui a opposé, je crois, le Nîmes FC à l'Entente FC de Dosso. Donc à l'occasion de ces matchs, il y avait l'équipe du MENA Junior, et je crois que c'est le U17 du MENA, qui était là. Donc je parle de l'équipe dirigeante, et qui avaient procédé à une sélection de talents, j'allais dire une présélection, où mon frère Jumon et moi avions été retenus avec un des joueurs de l'Entente pour représenter l'équipe présélectionnée pour jouer pour le compte du MENA Junior. Donc après ça, nous on est rentré naturellement, vous pouvez facilement l'imaginer, chez nous, content de cette nouvelle consécration là, parce qu'on se disait que voilà, c'est peut-être le point de départ de longue carrière. On était tout joyeux, on est rentré à la maison et là on a attendu, puisque quand on vous annonce une présélection, vous attendez que dans les jours à venir on vous rappelle. Maintenant, quelques jours plus tard, il s'est passé quoi? On était là devant la télé quand on voit que l'équipe présélectionnée a été envoyée à Ouagadougou, je crois, en ce temps-là, pour une mise au vert dans la perspective de finir la présélection et de retenir ceux qu'on juge suffisamment talentueux pour continuer l'aventure. Donc on était surpris de nous rendre compte que depuis la présélection annoncée, personne ne nous a appelés, personne ne nous a contactés, et voilà, on se retrouve. Donc ça, j'ai pu vous dire, Monsieur Hassan, ça a été un coup, j'allais dire, vraiment qui a été difficile à surmonter moralement pour le jeune talent que nous étions, et surtout que venant de l'intérieur du pays, il nous revenait tout le temps des rumeurs disant que tant qu'on n'évolue pas à Niamey, il est difficile pour un talent de se retrouver remarqué et sélectionné et intégré dans l'équipe nationale. Donc on a finalement fini par croire que c'est cela. Et ça a été en tout cas l'une des plus grandes désolations pour ce qui est de la carrière qu'on espérait pouvoir avoir. Maintenant, après ça, naturellement, on a continué à jouer. C'est après que on a signé, moi en tout cas j'ai signé à l'AS Bokoki. J'ai continué autant que je peux. Entre-temps, j'ai intégré l'école nationale d'administration, où aussi, vous savez, il y a des tournois qui s'organisent là-bas, et des tournois des grandes écoles notamment. Donc, on a continué à jouer comme on peut, naturellement, mais de l'autre côté, dans la tête, dans les subconscients, il demeurait encore cette déception-là du fait qu'on n'a pas eu l'opportunité vraiment d'émerger au moment où on en espérait, au moment où on avait le rêve. Ben, il fallait continuer à jouer. C'était mon école, donc on organise, l'école fait la sélection de son équipe, je me retrouve dans l'équipe. On était avec quelques joueurs venus, quelques très bons talents, venus du Britannique militaire, en ce temps-là. Donc on constituait l'équipe. J'étais en ce temps-là presque le seul civil dans l'équipe, si je puis dire, parce que
L'équipe est constituée du gardien jusqu'à moi, que des anciens élèves du Prytanée militaire. Donc j'étais le seul qui a pu intégrer l'équipe, ce qui fait que c'était l'année, je crois, 2003-2004. Ça a été l'une des années, ou sinon l'année, la meilleure année sur le côté sportif de l'école nationale d'administration, parce qu'on a gagné les tournois des grandes écoles. Je me rappelle, à l'occasion, c'était contre l'NSP. La finale s'est jouée sur le terrain annexe du stade Général Chenekounché, et comme par hasard, c'est votre candidat donc, qui a claqué un doublé, et on a fini par gagner le match 2-1 contre l'NSP. Beaucoup de clubs qui ont suivi le cheminement du tournoi là, sont venus me voir, mais j'étais, comme je vous le disais tout à l'heure, encore ces jeunes qui a conscience bien sûr de son talent, mais qui était démotivé, malheureusement, du fait du revers qu'on a subi, mon frère Jimo et moi, après la présélection qui n'a pas finalement abouti. Et ça, je me suis dit, ce n'est pas une bonne chose, non seulement pour le jeune talent nigérien, ça peut être considéré encore pire pour le pays. Parce que voilà des jeunes talents qui sont là, mais qui a des raisons qui les font présélectionner, sur la base desquelles on les présélectionne et qu'on les garde en équipe nationale, mais qui sont autres que sportives. Je peux comprendre à un certain niveau d'une carrière sportive qu'il y ait des raisons extra-sportives qui prévalent à la rétention ou à la sélection d'un joueur, mais pas quand même un jeune joueur qui a plus ou moins 20 ans ou beaucoup moins de 20 ans. Donc je vous fais cette genèse-là assez exhaustive, je le reconnais, mais c'est l'une des raisons, si vous voulez, c'est ce qui est resté refoulé, c'est une déception que j'ai refoulée loin dans mon subconscient, qui fait que à chaque fois je me dis, parce que plus tard, quand j'ai grandi, j'ai commencé à travailler, je me suis découvert une envie d'y mettre, d'investir dans le football, tout ça là, faire en sorte que je puisse apporter ma pierre à l'édifice. Et je me suis dit que certainement c'est peut-être une façon pour moi de veiller à éviter à des jeunes comme moi de subir ce que j'ai subi quand j'avais leur âge. Justement, dans le programme, une copie de ce programme-là, on a, comme d'ailleurs certains l'ont fait remarquer, qui l'ont lu, on a un peu présenté le programme sur un certain nombre d'axes prioritaires. D'entrée, c'est le développement du football à la base. Et vous conviendrez que ça va dans le même sens que ce que je viens de vous dire, la motivation fondamentale. Donc le développement du football à la base. Et naturellement, quand je dis football, c'est toute catégorie confondue, aussi bien et tout genre confondu. Donc, faire en sorte que, à l'instar de tous les autres pays, qu'on respecte ces différentes étapes d'évolution des talents du plus bas niveau jusqu'au niveau professionnel, niveau A. Et je disais tout à l'heure, à l'instar des autres pays, on peut prendre l'exemple aujourd'hui du Maroc, on peut prendre l'exemple du Sénégal, qui l'ont fait, qui l'ont respecté. C'est vrai, c'est difficile. Mais quand on le fait et on respecte le niveau sans surclasser des talents, même que le niveau supérieur en a plus besoin, quand on le fait, on le respecte, forcément qu'à un moment donné, ça ne peut que donner. C'est le cas du projet sportif du Maroc qui a donné, celui du Sénégal ou plutôt qui donne, parce que pour le Maroc c'est toujours d'actualité, et voilà, pareil pour le Sénégal aussi. Donc c'est ce qu'on a mis dans ce programme-là, avec, si vous voulez, pour une prise d'ensemble en perspective sur le moyen terme, une fois, si Dieu fait créer les conditions de notre élection, sur le moyen terme, à terme de ce premier mandat-là, on veut créer les conditions de vulgariser le centre d'entraînement, faire en sorte qu'il y en ait assez d'abord, et de bonne qualité, parce que vous n'êtes pas sans savoir que même dans la ville de Niamey, il y a des espaces et des loisirs qui sont morcelés et qui sont... Donc tout ça là, avec naturellement l'appui des autorités, parce que c'est une chose que nous seuls on ne peut pas faire. Donc on espère faire en sorte que déjà de créer les cadres infrastructurels et après faire en sorte qu'ils soient de qualité adéquate aux talents qu'on veut développer. Donc à terme 2025, donc 2029, à la fin de ce mandat-là, si Dieu crée les conditions de notre élection, faire en sorte que notre pays, notamment au niveau de ses équipes nationales,
soit suffisamment compétitif pour nous représenter de meilleure façon qu'il soit au niveau de toutes les compétitions. C'est-à-dire qu'on arrête de participer dans les tournois, dans les compétitions, dans les éliminatoires, juste pour c'est-à-dire la forme de le faire. Donc on aille avec des objectifs sûrs et précis, de sorte que, et ça vraiment au niveau de toutes les équipes nationales. Maintenant, si Dieu nous prête longue vie et crée les conditions d'un autre mandat, à terme donc 29-33, c'est faire en sorte que nous arrivions à un niveau où toutes les équipes nationales sont qualifiées fréquemment au niveau de toutes les compétitions africaines et pourquoi pas au niveau des compétitions de la FIFA. On pense qu'il y a matière à mieux faire et on s'est dit même qu'on n'a pas le choix, il faut forcément qu'on fasse mieux. Donc on a pris énormément du retard. Donc du coup, quand nous on va avoir la chance de prendre les rênes de la fédération, on fera en sorte qu'à chaque étape d'aller le plus vite possible, hein, mais avec toutes les prudences et professionnelles et stratégiques qui s'imposent, à l'endroit des acteurs du football, donc notamment des dirigeants, des clubs, c'est-à-dire le football déjà à l'interne, parce que effectivement, pour ces mêmes équipes d'ailleurs que j'ai nationales, que j'ai citées tantôt, et bien pour bien d'autres, celles de l'Afrique centrale et un peu autour de l'Afrique du Sud, en bas là-bas. Vous savez, il y a un fait aujourd'hui qui est suffisamment palpable et qui est indéniable. C'est-à-dire, on a des clubs à l'intérieur de notre pays, on a un autre championnat, mais on s'est retrouvé dans une situation ou en tout cas dans un contexte, une époque où on ne peut même pas avoir l'ambition de se mesurer à un certain niveau. Et ça, vous n'avez pas besoin d'être footballeur pour vous en rendre compte. Dès que nos championnats finissent, nos deux clubs qui sont retenus pour nous représenter au niveau de ces échéances-là de compétition de la CAF, ces clubs-là ne participent qu'au match qui, peu importe le résultat, ils participeraient. C'est comme si vous êtes dans une poule, vous êtes parti pour faire seulement les 2 matchs en aller et en retour contre ces équipes-là. Le résultat à la fin, c'est presque tout le monde connaît le résultat. Donc ça, c'est un état de fait sur lequel il faut travailler aussi dans l'immédiat. Faire le diagnostic du problème, identifier le point le plus sensible et le plus prioritaire et faire en sorte de régler le problème. Quand vous ferez la lecture de notre programme, vous verrez qu'au niveau de la subvention, parce que à ce niveau-là, quand on fait la comparaison, il n'y a même pas un match, si vous permettez l'expression, entre nous et certains championnats. Dans la sous-région, vous avez des championnats, des clubs qui sont subventionnés. Naturellement, la subvention, elle vient de la CAF, de la FIFA et du gouvernement. Donc il y a des clubs qui sont subventionnés à hauteur de 60 millions, 100 millions je crois pour la Côte d'Ivoire à partir de la saison prochaine ou déjà cette saison. Alors qu'aujourd'hui nos clubs de l'élite sont subventionnés je crois à hauteur de 5 millions si mes informations, si en tout cas j'ai bonne mémoire, et déduction faite de frais de licence qui sont retenus. Alors comment vous pouvez créer les conditions d'une compétitivité à un club pour affronter un autre qui perçoit 5 millions de subventions annuelles, qui doit aller affronter un autre qui lui en perçoit 100 millions. Il n'y a pas match, Hassan. Donc ça, c'est des choses à faire, c'est un travail à faire. Au-delà de ces rapports entre les subventions reçues, vous avez les niveaux infrastructurels aussi. Ici, dans la sous-région, à côté, tous les clubs de l'élite jouent sur un terrain, sur des terrains conventionnels. Mais nous, on fait quoi? Nous, on a des clubs de première division qui jouent sur des terrains latériques. Ça, déjà, c'est une chose qui, normalement, devrait nous interpeller. C'est une chose qui n'est pas acceptable. Mais ils font avec les moyens qu'ils ont, naturellement, et ils sont amoureux de la chose. Ils ont la passion de ce qu'ils font. Ils sont obligés de continuer, peu importe les conditions. Mais, vous savez, il y a une chose que j'ai toujours déploré chez nous, les Nigériens, vraiment dans notre ensemble. C'est-à-dire, on a souvent ce fatalisme-là de nous laisser
accepter certaines réalités sous prétexte que je n'ai pas le choix, je ne sais pas comment faire, c'est comme ça s'impose à nous, alors qu'on aurait plutôt intérêt à nous donner les moyens à nous battre et à faire en sorte que le changement soit. Parce que si c'est une situation comme notre adversaire l'a dit dans son discours, dans son slogan, la continuité, ben, rien ne nous garantit que, étant donné que la personne à la tête de leur candidature a changé, rien ne nous dit que si dans cette continuité-là, on ne va pas aller en touchant les fonds et en creusant. Donc, moi, l'appel que je lance justement à l'endroit de ces acteurs du football, il faut aller chercher soi-même les moyens du changement pour soi-même. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, j'ai mon travail, Dieu merci. L'équipe qui est en face, c'est tous des professionnels. Tant il y en a qui sont des libéraux dans leur professionnel, il y en a qui sont des fonctionnaires de l'État. Ils n'ont pas vraiment besoin que ça marche, si vous me permettez l'expression, pour gagner leur vie. Mais ces acteurs du football nigériens, pour la plupart, ils vivent de cela. C'est de leur vie qu'il s'agit. Quand on prend aujourd'hui les présidents des clubs, il y en a qui se sont appauvris du fait qu'ils soient présidents des clubs. Parce que quand la saison commence, qu'est-ce qu'ils se retrouvent à faire? Il y en a qui me disent, mon colonel, moi quand la saison commence, mon niveau de stress monte. Pourquoi? Parce que je suis un club de l'élite et je me retrouve à m'engager sur 2 compétitions, minimum. Donc je dois jouer le championnat national donc régulier et je dois jouer la coupe. Je n'ai pas les moyens. Je suis un club qui est à l'intérieur du pays. Je dois me déplacer pour affronter mes adversaires pour ceux qui, par exemple, de la coupe nationale, où pratiquement sur chaque région il y a un adversaire. Ces dirigeants des clubs là me disent qu'ils se retrouvent obligés de faire un choix de compétition. Donc soit je décide de me concentrer sur les championnats parce que là j'ai en perspective, en fonction des efforts que j'aurais fait, de monter en division supérieure, soit je laisse tomber cela au risque de me retrouver relégué en fin de saison et je me concentre sur la coupe nationale où peut-être les compétitions ne sont pas plus trop engagées, il n'y a pas assez de matchs et peut-être à la clé je peux m'en sortir avec une enveloppe, une coupe qui va me permettre de payer quelques joueurs. Donc ça, c'est un état de fait qui est vraiment invivable. Et quand on compare l'étendue de notre territoire à celui du Bénin, du Togo, et que de l'autre côté on fait la comparaison des subventions que les différents clubs reçoivent, vous comprendrez que ces clubs-là soient dans une difficulté vraiment peu enviable. Donc maintenant, qu'ils ne s'attendent pas à ce que quelqu'un vienne comme un messie comme ça, les faire sortir de leur situation, mais qu'ils comprennent que c'est à eux de décider. Parce que tout ce qu'on fait là, ensemble, qui décide, qui sanctionne, qui décide de qui sera le prochain? Naturellement, Dieu en haut lieu. Mais en bas, les acteurs, qui sont ceux qui décident? Ce sont les dirigeants des clubs, les dirigeants des associations sportives et des associations membres de la fédération. C'est eux qui décident. Alors c'est eux de prendre la décision le 5 juillet à Tawa pour décider du sort qui les attend. Soit de trancher sur la continuité, et là, en ce temps-là, ils savent ce qui les attend, tout ce qu'il leur reste, c'est prendre les dispositions pour essayer de souffrir moins qu'ils souffrent déjà, soit pour opter pour les changements et en ce temps-là, nous voir, nous mettre à l'épreuve, nous mettre à l'œuvre pour nous donner les moyens de leur confiance pour atteindre nos objectifs tels qu'énumérés dans notre programme. Si on en est à aujourd'hui, c'est justement tout le mérite revient à cette équipe-là. Parce que quand l'idée m'est venue de prendre cette initiative-là, de m'engager sur ce chemin-là, sur ce combat, sur ce projet, naturellement, il m'a fallu aller chercher des personnes ressources qui ont suffisamment d'expérience, pour d'autres qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, forcément, et qui ont le vécu de toute la difficulté qui implique ce genre de combat. Et je dois dire que nous avons fait un travail de titan, parce que ça fait beaucoup, ça fait un peu plus d'1 an, je crois 1 an, 4, 5, 6 mois comme ça.
Et c'est tout de suite, là encore vous devez savoir de quoi je parle, que les difficultés ont commencé, on a commencé à issuer des actes d'hostilité, presque de répréhension. Dans tous les cas, comme on dit, même celui pour qui ce monde-là a été créé, il a connu des hauts et des bas, il a connu des dissidences et des trahisons, mais il n'a pas fléchi. Résultat, on est là et aujourd'hui on est, comment dire, des confessions de la meilleure religion qui soit au monde. On est à un point de non-retour. On est obligé de poursuivre la marche et j'allais dire tant mieux, parce que vous savez, il y a une chose, encore une fois, par rapport à ces acteurs de foot. Dans les premiers jours de l'initiative de ce projet-là, les premières personnes que j'ai approchées m'ont dit, écoutez, Monsieur Kokou, nous on a connu beaucoup de ce genre de projets. Beaucoup de comme vous nous ont appelés pour ces projets-là. Mais malheureusement, nous ont lâchés chemin faisant. J'ai dit, je n'ai pas compris. Il y en a qui ont pris, qui sont engagés et qui nous ont fait nous exposer, parce que malheureusement c'est de cela qu'il s'agit, et dit comme ça sous d'autres cieux, peut-être difficilement compris, mais dans notre contexte, je crois que tout le monde le comprend facilement, nous ont exposé et nous ont lâché à la dernière minute. J'ai dit, ok, nous, on est engagés, et du fait que nous, on considère notre combat comme étant noble, et qu'il ne soit contre personne, vraiment personne. C'est comme je l'ai dit, c'est une pierre à l'édifice qu'on entend apporter sur, dans les domaines du football nigérien, et pour encore créer les conditions, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'éviter à ces jeunes-là de subir. Parce qu'on n'a pas peut-être effleuré la question, puisque les points sont énormes, mais vous savez, il y a des situations où on nous rapporte que certains jeunes ont même eu des contrats avec d'autres clubs à l'extérieur, qui sont venus jusqu'à ici les chercher, mais que des situations créées ici par nous-mêmes Nigériens ont fait en sorte que finalement ils n'ont pas pu partir. Donc si vous voyez ça, c'est non seulement contre les joueurs, les jeunes joueurs en question, du fait de sa propre personne et de sa famille, mais c'est contre le pays. Je suis désolé. On en est arrivé à aller chercher de Ghanéens, des Nigériens, pour les amener, alors que pour une question de nombre, on est à plus ou moins 30 millions d'habitants des Nigériens. Vous voyez les Comores. Comme j'ai l'habitude de le dire, si pour ce qui est de l'aspect démographique, pourtant, vous avez vu ce qu'ils ont fait en Coupe d'Afrique. Donc ce n'est pas une question de nombre. La Sierra Leone, qui n'osait même pas nous affronter, aujourd'hui, ils nous regardent droit dans les yeux. Et le Cap-Vert, vous voyez ce qu'ils font à la dernière CAN, ce qu'ils ont fait. Donc, mais pourquoi pas nous, en fait? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi pas nous? Donc, on n'a pas créé les conditions de cela, il faut qu'on les crée. C'est tout. Je l'ai dit, surtout maintenant qu'on est dans le contexte de la refondation, de l'autodétermination, de notre souveraineté recherchée. La Boussani Zanchankansa, je pense que c'est le moment de faire en sorte que, au-delà de cette notoriété qu'on a eue, du fait qu'on ait décidé un beau matin de prendre notre destin en main, couper court à toutes sortes de politiques politiciennes pour décider que maintenant on veut notre souveraineté et on va l'arracher au prix à tout prix. Naturellement, ça nous a valu qu'on soit connu dans certains pays, mais alors il faut qu'on soit connu aussi de façon à ce qu'on retienne les côtés excellents et les côtés footballistiques de notre pays. Voilà. On a le moyen de le faire parce qu'on a des moyens que d'autres n'en ont pas. D'autres n'ont pas ces moyens-là. Donc il n'y a pas de raison qu'eux ils réussissent et que nous on ne réussit pas. Il n'y a pas de raison. Nous avons déposé notre candidature. Le message, il est simple. C'est un peu ce que le slogan de notre programme dit. Il faut que l'on comprenne que l'heure du changement a sonné. Et ce changement-là, c'est un changement dans la façon de faire, c'est un changement dans la mentalité et c'est un changement pour un résultat probant et immédiat. Donc pour ça, nous appelons au-delà des acteurs du football qui décident, à tous les Nigériens qui sont en tout cas, qui se retrouvent dans ce besoin de changement,
de soutenir et de faire en sorte que le 5 juillet 2025, bientôt à Tawa, qu'on soit consacré président de la Fédération nigérienne de football.